Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'aider et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovants, communément appelés SaaS ou applications web, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partagerons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de Dev2CEO, filiale d'Open Mind Technologies. Dev2CEO aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec David Hervieux de l'entreprise Devolution. On a la chance, entre autres, de parler de son parcours qui est assez exceptionnel, de ses plus grandes erreurs qu'il a fait et également du concept de gestion qu'il a inventé, qui s'appelle le concept Fred Caillou. N'oubliez pas de vous abonner aux alertes de votre plateforme de balado préférée pour être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes du podcast Pivot. Sur ce, bonne écoute. David Hervieux, un plaisir de te recevoir aujourd'hui au podcast. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien. Merci, Jonathan, de m'accueillir. C'est un honneur. C'est vraiment un réel plaisir. Pour tout le monde qui nous écoute, je vous mets un petit peu là, un cadre autour de la discussion qu'il va y avoir aujourd'hui. Assez impressionnant le parcours de David. Je suis vraiment content qu'il soit avec nous aujourd'hui pour nous partager son expérience. David a voulu devenir professeur au secondaire, puis il a bifurqué en informatique en cours de route. Aujourd'hui, c'est vraiment une des références dans le développement de produits technologiques au Québec. Il a démarré tout ça dans son sous-sol en 2010. Il est passé de 0 à 155 employés aujourd'hui, plus de 25 millions de chiffres d'affaires, tout ça avec aucun vendeur, et il a réussi à aller chercher des clients comme Walt Disney, la NSC, Shell, Sony. Ces logiciels sont vendus dans plus de 140 pays et tout ça fait directement de l'avalterie. David, vraiment encore, je me répète, un plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'ai hâte que tu puisses partager ton expérience. Je rentre dans le vif du sujet, David. Partage-nous un petit peu comment ça a débuté, puis qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir ton entreprise puis de développer tes logiciels toi-même? Ben, écoute, ça va me faire plaisir de parler du vif du sujet. Surtout que c'est très controversé souvent, les petits sujets. Tu l'as nommé. Tu as Lavaltrie qui est bizarre, qui est une petite banlieue de Montréal. Donc, je suis pas dans un grand centre urbain. Là, maintenant que le télétravail, c'est moins spécial. Il y a le pas de vendeur. Mais en fait, tout ça est relié. Tout ça est relié parce que moi, je suis un programmeur à la base. Je continue à programmer, j'adore ça. C'est sûr que je me mets moins sur le chemin critique, mais j'adore programmer. C'est comme un plaisir. Puis, je travaillais tout le temps. Je restais à Lavaltrie. Je suis toujours resté là. Je travaillais soit au centre-ville, soit à l'île des Sœurs. Je travaillais un peu à Boucherville. C'était déjà moins pire, mais je voyageais beaucoup. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de fonder ma compagnie parce que j'avais le goût de vraiment avoir mon entreprise. Fait que dès le début, même si c'était David Hervieux comme consultant en informatique, ben rapidement, j'ai créé un site web avec un logo, avec un portfolio, montrer ce que je faisais. Mais j'étais vraiment tanné de voyager. Le voyagement en automobile, c'était quelque chose. Puis je voulais pas quitter la Valtrie. Puis j'ai eu la chance ou la malchance de travailler dans des entreprises où il y avait des vendeurs. Puis, tu sais, quand que tu as des vendeurs, c'est normal, là, c'est humain. Souvent, les gens, ils vendent ce qu'ils n'ont pas. Fait que souvent, le programmeur, ben là, il dit au vendeur, il dit, ben, c'est parce que ça marche pas. Puis, ouais, mais je l'ai vendu. Fait que toute cette pression-là, moi, je l'aimais pas de l'intérieur comme individu. Je trouvais ça, écoute, on va vendre ce qu'on va vendre. Fait que quand j'ai créé Devolution, ben, je me suis dit, partons de ce que je veux, puis créons. Donc, je l'ai parti à Lavaltrie. Maintenant, souvent, les gens disent, ben, il n'y en a plus de frontières. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec tout ce qui est le travail à distance. Mais c'était quand même possible de vendre partout à l'international, même à partir d'une connexion Internet, dans le fond. Fait que pas de vendeur à Lavaltrie. Puis tranquillement, on a commencé, j'ai fait mon petit produit. Puis, ce qui est quand même particulier, c'est que, oui, j'ai parti ça du sol, mais dès le début, j'ai continué à travailler à temps plein ailleurs, le temps de commencer à avoir des revenus. Parce que, tu sais, je suis sûr, Jonathan, tu sais que quand tu pars en entreprise, là, avoir les premiers clients, faire de l'argent, c'est difficile. Puis souvent, les startups, ils vont chercher un financement, puis ils commencent à brûler du cash. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un emploi à temps plein
Et puis, à un moment donné, il y a une compagnie qui m'a appelé, une compagnie de Boston, OK, qui voulait faire un white label du produit qui était à peu près gratuit. Je dis à peu près gratuit parce que j'avais commencé à vendre ça 19,99. Puis là, eux autres disaient, OK, mais on va te donner un montant d'argent. Puis ils m'ont demandé combien tu peux. Puis là, j'ai dit, écoute, j'avais aucune idée. Aucune idée. Il n'y avait pas de bonne réponse. Fait que j'ai dit 100 000. Fait qu'ils disaient, pourquoi, comment tu justifies ça? J'ai baragouiné quelque chose. C'est comme... Et on dit, OK, ça a bien l'allure. Grosso modo, ça ressemblait, ouais, mais ça vous prend du temps à le développer. Là, vous allez l'avoir tout de suite. Fait que ça vaut ça. Fait qu'ils se sont même payés 100 000 répartis sur 2 ans. Avec cet argent-là, j'ai engagé mes 2 premiers employés qui sont venus travailler à la lavellerie pendant que je travaillais encore à temps plein, ailleurs. Et puis là, ben les ventes commençaient à rentrer un petit peu. Puis j'avais dit à mon boss à l'époque, j'avais dit, quand je vais vendre pour 5 000 ben ça va être fini. Fait que à un moment donné, ben là, j'étais à 2 000, 3 000, 4 000. Puis à un moment donné, on a atteint le 5 000 plus les revenus du contrat américain. C'est comme ça que tout a démarré. Là, on est en quelle année au juste quand ça s'est arrivé? Pas mal 2010. Pas mal 2010. Pas mal les débuts de 2010, ouais. Donc tu avais déjà des employés à ta charge, mais toi, tu avais encore un emploi ailleurs. C'est bien ça? Oui, exactement. Mais au début, j'ai commencé comme consultant en informatique. Il faut comprendre que j'ai bifurqué. Puis, tu sais, j'essayais de mon côté de faire des produits. Et puis, j'en ai fait des produits qui ne sont pas vendus. Puis, le pire, c'est que, on ne l'a pas parlé d'entrée de jeu, mais notre produit principal s'appelle Remote Desktop Manager. C'est extrêmement niché. C'est pour les gens en TI. Mais ça fait le travail. Et puis, je m'en servais, moi, au début, pour accéder à différents ordinateurs. Parce que ça fait, dans le fond, en grosso modo, c'est que ça accède différentes ressources à distance, que ce soit du SSH, du Telnet, du RDP, du VNC. Ben, on vient tout centraliser ça. Fait que j'ai vraiment fait le produit pour moi. Fait que tous mes amis, en fait, personne de mes amis aurait pensé qu'un jour, ce produit-là aurait pu se vendre autant parce que c'était un outil. Ça a commencé un outil, c'est devenu un produit, puis maintenant, où ce qu'on est rendu, c'est une solution plus complète avec vraiment, des certifications, ISO, un paquet de choses qui fait que c'est rendu un gros gestionnaire de mots de passe, puis on peut vraiment se qualifier maintenant comme étant dans les sphères de la cybersécurité, et on a des équipes en conséquence. Donc, cette idée-là de produit à développer, c'était vraiment pour répondre à un besoin que toi, tu voyais dans ton day-to-day ou dans ton entourage au niveau technique, là. Donc, la validation de marché s'est faite en cours de développement. Il y avait déjà une preuve ou une confirmation qu'il y avait un besoin. Et là, en plus, il y a des gens qui commençaient à te rejoindre pour dire, est-ce que je peux te payer pour aller plus loin, aller plus vite avec la solution? Oui. Donc c'est que c'est difficile, hein, ça. Tu sais comment c'est difficile valider le marché, puis tout ça, puis s'assurer. Fait que là-dessus, je me considère très chanceux. Puis je pense qu'effectivement, il y a toujours dans le développement de produits une part de chance, mais de ma perception, la définition de la chance, c'est une préparation acharnée qui rencontre une opportunité. Donc, tu étais probablement bien préparé à saisir cette opportunité-là, puis à faire grandir ça par la suite. Effectivement. Fait que 2010, tu réussis à signer 5 000, c'était pour un mois, c'est bien ça? Ouais, c'est vers la fin 2010, là, parce qu'au début, écoute, j'ai encore ma feuille Excel où je rentrais ça à la main, puis tu sais, le plus drôle, là, c'est que le premier gars, il s'appelait Brander, il venait du Danemark, il a payé 19,99 par PayPal. Ben, lui, on l'a retrouvé peut-être 6-7 ans plus tard, puis on l'a fait venir au Canada, on lui a payé tout son avion. C'est le premier client officiel d'Evolution. Wow, vraiment impressionnant. Puis il utilise encore nos logiciels. Fait que, tu sais, tranquillement, vers la fin, je crois que c'est, je me trompe pas, c'est en novembre 2010 que je me suis joint à temps plein, là. Je suis revenu, j'ai lâché mon travail. Vraiment intéressant. Donc là, ça fait 11 ans aujourd'hui que tu es à temps plein dans l'entreprise. Parle-moi un petit peu du reste. La croissance, ça a bougé vraiment rapidement, je pense, dans les années qui ont suivi, là. Ben, en fait, on a tout le temps eu une croissance organique. Je te dirais que rapidement, on a rajouté Mélissa, qui est notre directrice RH. À cette époque-là, ben, tu sais, elle, je me souviens, j'étais allé la rencontrer à Pointe-aux-Trembles, au Saint-Hubert. J'ai fait passer une entrevue. Je ne sais pas pourquoi qu'elle a accepté. Honnêtement, on avait tellement rien à offrir, là. 3 gars à la lavellerie. Elle venait comme gérer la comptabilité puis le bureau. Puis, écoute...
Elle était pas désespérée, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, mais elle a vraiment essayé. Puis, écoute, elle a cheminé, là. Elle est rendue justement directrice des ressources humaines, mais elle a grandi avec nous autres. Fait que rapidement, on a rajouté Mélissa. Ensuite, j'avais proposé à une personne aussi qui est notre CTO maintenant, j'avais proposé 10% pour qu'il se joigne à Dévolution. Et puis, c'était un gros move parce qu'il partait d'un emploi très bien rémunéré à un gros risque. Fait que Stéphane, qui s'est joint, il est encore là, il s'est joint à nous. Fait que rapidement, on s'est ramassé avec un noyau de 5, puis là, on rêvait de faire 40 000 de ventes par mois. Puis, tu sais, à un moment donné, on avait sorti sur le tableau, là, le $1 million plan, puis on a eu du plaisir à rire du $1 million plan. Puis là, tout le monde disait, ah ouais, mais vous n'avez pas de vendeur. Non, pas de vendeur, tu sais. Là, tu vas voir, quand tu vas arriver vers 1 million, là, il y a comme un plateau, là, puis tu vas avoir besoin d'un vendeur, tout ça. Mais tu sais, maintenant, là, il y a des mots pour expliquer ça, là, c'est product-led. À l'époque, ça n'existait pas. Là, il y avait le inbound marketing. Ça n'existait pas, là. T'sais, des HubSpot, là, ça commençait à bubbler un petit peu. Des Salesforce, ça commençait à en entendre plus parler. Fait qu'on était excessivement innovateurs. Ce qu'on faisait, c'est qu'on créait notre propre CRM. Vraiment, là, notre CRM, il était adapté. Nous autres, là, c'était niaiseux, là, mais sur notre facture, on ne pouvait pas avoir plus que 5 produits. Fait que ça simplifiait des fois. Fait qu'on on tournait des coins ronds à un moment donné pour avoir vraiment notre CRM intégré avec le store. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on était super avant-gardistes parce qu'on avait regardé les HubSpot, puis c'était des fortunes, à l'époque, là, en 2013, c'est des 50 000 par année que ça nous aurait coûté parce qu'on avait beaucoup de volume. La clé de ce qu'on a fait, c'est que rapidement, on a fait une version gratuite. Puis on a été chercher beaucoup, je dirais peut-être 200 000 utilisateurs après 3 ans. Fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans la version gratuite, puis on a créé une communauté de gens. Puis on les traitait égal, dans le sens que tu payes ou que tu payes pas, là, on te traitait bien. Puis moi, je me souviens à un moment donné, j'avais rapporté un bug chez Microsoft c'est les débuts d'Azure, puis leur site était down, puis le gars il avait dit on peut pas t'aider, t'as pas de contrat de support. Hey, attends, là, je suis en train de te dire que t'es down, je suis pas en train de te demander de venir coder chez nous, là. Fait que les gens de la Free qui nous rapportaient des bugs, là, on leur disait pas je peux pas t'aider. T'as pas de contrat de support. Ben non, tu es en train de trouver mes cochonneries, tu es en train de faire la job du QA pour moi. Fait qu'on répondait. Fait que tranquillement, on a bâti de plus en plus une communauté. Puis le concept, justement, de pas de vendeur a fait que les gens devenaient des ambassadeurs et puis que c'était tous des leads qualifiés. J'avais souvent l'exemple. Ouais, vas-y, t'as une question? Ben, je veux pas te couper, mais je me rallie à un échange qu'on a déjà eu il y a quelques années, puis quelque chose qui m'avait impressionné dans notre discussion, c'est que tu faisais encore des réponses au niveau du service à la clientèle pour voir qu'est-ce que les clients disaient, puis qu'est-ce que les gens disaient pour vraiment bien t'imprégner de comment que ça fonctionnait ou comment ça évoluait la solution en tant que telle. Tu es toujours resté customer-centric, je pense, pendant toute la croissance de l'organisation, là. Sur le forum est très, très puissant. Nous, on a créé un forum avec des questions, puis, tu sais, c'est des gens en IT. Fait qu'on a la chance d'avoir des utilisateurs excessivement compétents et brillants. Puis souvent, ils nous faisaient des demandes, puis j'utilisais l'effet miroir. Je disais, OK, comment tu voudrais que je fasse ça? Puis là, souvent, s'ils me disaient, je ne sais pas trop, je le laissais mourir. Le thread, si tu veux. Mais s'il me disait, mais tu pourrais intégrer PowerShell, faire telle chose, puis il me ramassait une partie de la solution, mais là, j'avais déjà une partie de comment résoudre le problème pour intégrer une nouvelle technologie. Parce que souvent, les gens me disent, j'aimerais ça que tu intègres tel type de VPN. Ouais, mais je ne l'ai pas, je peux pas avoir les 25-30 VPN qui existent. Fait que là, il me dit, mais tu peux appeler telle chose, puis là, on travaillait en collaboration. Fait que dès qu'il y avait une ouverture, même encore aujourd'hui, sur le forum, souvent, là, on pourrait poser un paquet de questions quand tu fais un post, genre quelle version tu utilises, quel type de données tu utilises. Mais je veux pas qu'on fasse ça parce que la personne pose une question, puis l'équipe de support, ils vont y poser ces questions stupides-là comme quelle version tu utilises. Ils pourraient très bien le remplir dans ce moment. Mais ça, ce que ça fait, c'est niaiseux, là, mais ce que ça fait, c'est que si la personne en dedans de 20 minutes, elle te répond à ta question, tu sais qu'elle est allumée, tu sais que tu as une connexion, puis là, tu peux prioriser ces gens-là. Mais si le gars, il a posté sur le forum, puis ça lui prend 3 jours à répondre, tu sais qu'il n'est pas dans une urgence. Fait que cette petite interaction-là te permet de gager le niveau d'urgence et de prioriser pour celui qui est vraiment
va te répondre pour pouvoir avoir un échange en dedans d'une heure, tu vas échanger 4 fois, ben, il est connecté, tu n'es pas en train d'attendre. Fait que ça l'aidait beaucoup à optimiser le flow. Même encore aujourd'hui, des fois, tu te dis, ben, Colin, on va faire le premier contact, pas avec un message automatisé, mais avec une question plus ou moins refocusante qui aurait pu être automatisée dans le formulaire. Fait que ce genre de choses-là, on garde ça pareil, toujours en tête. Très intéressant. Puis ça permet de gagner un petit peu de temps aussi, des fois, selon le volume, puis de où ça vient à travers la planète, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes fuseaux horaires. Oui, effectivement. Nous, on a du monde de partout, mais on est chanceux, on s'en sort bien malgré les fuseaux horaires. C'est sûr que le matin, là, tu veux répondre. Là. Faut pas tailler de downtime, là. Effectivement. Donc là, les gens te challengeaient, dire vous n'avez pas de vendeurs, il faudrait des vendeurs. Vous vous êtes dit non, nous, on continue plus en mode marketing, on pousse notre propre outil à l'interne pour bien servir le client, bien répondre au client puis comprendre son besoin. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Là, vous étiez probablement 20, 30, 40 dans l'organisation? Nous autres, c'est assez facile. Les débuts de dévolution, là, si tu veux savoir notre chiffre d'affaires puis notre nombre d'employés, c'était la règle du pouce de 100 000. Fait que quand on était 3, on faisait 300 000. Quand on était 8, on faisait 800 000. Quand on était 15, on faisait 1,5. Je dirais que ça a toujours été pas mal ce qu'on faisait. On a toujours suivi cette règle-là. Et puis, on engageait toujours. On allait chercher des subventions des fois, mettons, avec à l'époque, c'était le MEIE, mais maintenant, c'est Investissement Québec, tu sais. Mais l'argent était toujours on top. Fait qu'on n'avait pas besoin, on allait chercher la subvention, mais elle servait au prochain embauche et non pas à celui qui était vraiment destiné. Fait qu'on était toujours un petit cas understaff pour arriver d'un budget. Parce qu'on a toujours eu une croissance organique, on a toujours été rentable, puis c'était un peu ce qu'on suivait. Fait que le monde nous challengeait beaucoup sur les vendeurs, mais je vais quand même être honnête, on a des gens que tu pourrais appeler vendeurs. Ce qu'on n'a pas, c'est des gens qui font... Le concept de vendeur, là, c'est ceux qui font des cold calls. C'est ceux qui ont des commissions. C'est ça qu'on n'a pas. Mais on a toute une équipe de customer success, ou avant on appelait ça vente interne. Ça, on a ça. Mais l'idée, l'exemple que j'aimerais te donner, là, c'est que, mettons que toi, tu vends des chars. Tu te dis, m'en aller au métro, je vais m'installer à la sortie du métro, puis je vais avoir des clients potentiels pour leur vendre un char. Mais quand tu as un cold call ou quand tu as un vendeur, ben, il est obligé de vérifier avec le client pourquoi tu viens en métro. C'est-tu parce que tu n'as pas d'argent? C'est-tu parce que tu aimes l'environnement? C'est-tu parce que ta conjointe est partie avec l'auto aujourd'hui? C'est-tu parce que plein de raisons. Fait que tu passes beaucoup de temps à qualifier. Tandis que si tu es un concessionnaire auto, puis tu utilises le principe d'une bande marketing, puis tu rentres dans le concessionnaire, il y a des Moses de bonnes chances que tu sois intéressé à acheter un char. Fait qu'il faut que ça soit propre, faut que je t'offre un bon service, faut que je réponde à tes questions, mais tu es déjà un lead qualifié. Puis sais-tu quoi? Si personne rentre dans ton concessionnaire, tu es déjà fermé. Tu n'as pas besoin d'artificiellement pomper de l'énergie. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne, puis c'est comme ça qu'on attire et qu'on grandit. Puis ce que je disais souvent aussi à cette époque-là, c'était que les gens, ils ramassent des pommes dans un pommier, puis ils voient tout le temps la juste de belles pommes rouges, là, écœurantes, là, mais qui se rendent pas. Nous, on n'allait pas la chercher. On ramassait juste ce qu'on pouvait aller chercher, mais on grandissait à chaque année. Ce qui fait que la pomme rouge de 2014, on l'allait la chercher en 2016, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fait qu'on stretchait jamais. Parce que, tu sais, il y a deux philosophies. Soit que tu as des vendeurs, puis tu leur mets des objectifs pour les pousser comme un jockey qui frappe son cheval, puis let's go. Ou tu fais du under-promise, over-deliver. Puis là, ça stimule les gens. Parce que le pari qu'on a fait, c'est que c'est pas parce que tu as atteint tes objectifs de vente que tu vas arrêter puis tu dis, ben là, c'est fini. Mais par contre, ce qui est le fun, c'est que des fois, on a des mauvaises ventes qui arrivent. Puis nous, ça ne dérange pas de dire, on te le fait pas. Un exemple, quelqu'un me dit, moi, je vais t'acheter, c'est pas des blagues, là, 25 000 $ de ton software si tu me fais tel feature. La gang aux ventes internes, là, eux autres, là, ils jouissent, je les ai drillés de même, ils jouissent à écrire aux clients, malheureusement, on peut pas accepter ton PO. On fait pas de commande. Nous autres, c'est ça qu'on offre. Désolé. Donc, les clients, souvent, ils se la jouent tough. Ils disent, ben, c'est bon, je vais regarder ailleurs. Mais notre produit, je sais qu'il est assez compétitif et qu'il n'y a rien ailleurs. Fait que le client, finalement, il revient.
puis ils acceptent, ils achètent. Par contre, on n'est pas des nonos, là. À un moment donné, il y a du bon knowledge à aller chercher, mais on ne le promet pas. La différence, c'est que si tu le promets, quand tu lui donnes, c'est un acquis. Tandis que si dans le roadmap et le business intelligence que tu accumules, si ça a du sens pour beaucoup, quand tu vas le sortir, il va être content. C'est la différence entre créer des émotions positives puis juste assumer que tout est fait. Puis je te dis souvent, là, c'est particulier parce que les cas qu'on voit, c'est que le gars aux ventes, là, pas aux ventes, aux achats, lui, il va la jouer hardball. Là, il faut qu'il aille voir son équipe puis il dise non, on peut pas je peux pas le racheter parce qu'il y a telle chose. Là, l'autre, il dit, c'est parce que t'es qui, toi, le gars des finances pour venir bloquer? Je viens de te dire à la compagnie que j'ai besoin de ce logiciel-là. Là, mets du gaz, mets de l'eau dans ton vin, là, puis pèse sur le gaz, puis va l'acheter, là. Tu sais, fait que souvent, c'est ça. Souvent, surtout au niveau des requis de sécurité, là, nous autres, là, des fois, là, maintenant, la tendance, c'est qu'ils nous envoient des formulaires de 300 questions pour une vente de 1000 piastres. Fait que là, ce qu'on fait, c'est, non, on répond pas à ça. À 100 questions ou quelque chose comme ça, ou 50 questions, c'est tel montant minimum. Fait qu'ils disent, ben, d'abord, on peut pas te l'acheter. OK. Fait que là, ils vont voir le gars pour lui dire qu'ils peuvent pas l'acheter. Hey, ça prend pas une journée qu'ils reviennent puis ils l'achètent, là, puis ils nuancent, là. Tu sais, c'est ça qu'à un moment donné, tu te dénatures pas à faire des mauvaises ventes. Effectivement. Puis c'est toujours un défi en développant une idée technologique. On reçoit toujours des demandes de clients qui veulent quelque chose de plus personnalisé dans le logiciel. Puis c'est facile de s'égarer à ce moment-là puis faire un code spaghetti avec 52 branches en parallèle. Fait que c'est je pense le grand défi de beaucoup d'entreprises comme ça, surtout si c'est des entreprises qui partaient d'un mode service ou d'un mode conseil. C'est tellement facile de dire oui. Ça nous aide à court terme pour un peu de cash flow, mais souvent, ça va nous amputer du moyen puis du long terme en termes de vélocité, là. Au début, là, tu es un petit peu plus flexible. Mais plus ça va, plus tu deviens focus. Effectivement. C'est important, puis le monde peut malheureusement pas tout le temps être heureux. Puis à un moment donné, il faut que tu laisses aller des clients. Nous ce qu'on a fait, je te dirais, je crois que c'est 2017, on a mis énormément de nouveaux features dans la version gratuite. Pourquoi? Parce que quand on a monté de 50 à 75 $, ça criait. 25 $ d'augmentation, 50 % d'augmentation, ça criait au meurtre. Ah, ça n'a pas d'allure. Mais après qu'on ait fait l'espèce de move de Jedi que je vais t'expliquer, ben, quand on est passé de 150 à 200 $, donc 50 $, le double de quand ça criait, pas un son. Pourquoi? Parce que on a pris beaucoup de nos utilisateurs qu'on ne créait pas assez de valeur, on les envoyait dans la version gratuite. Fait que ces gens-là, là, ils ne les ont pas envoyés dans de l'open source. On n'a pas été nourris de la compétition non commerciale. On ne les a pas envoyés, mais on les a envoyés dans une version gratuite. Donc, ils font encore partie de notre communauté. Mais eux autres, là, l'espèce de boutique là, qui, lui, c'est beaucoup d'argent, 150 $, ils continuent à utiliser la version gratuite. Mais le Walt Disney, là, lui, 200 $, là, ça l'écœure quasiment de payer 200 $ tellement c'est pas cher. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que tu viens pas tirer ton prix vers le bas, mais tu vas chercher le maximum de valeur. Le move de Jedi, c'est d'avoir gardé nos clients. Parce que ce qui aurait été, mettons, là, présentement, on a 800 000 users. 400 000 free, 400 000 enterprise. Fait que si, mettons, tu viens sur mon CA, tu vas dire, hey, David, tu as 400 000 utilisateurs que tu n'exploites pas. Tu devrais essayer d'exploiter ça. C'est une grosse manne. C'est super tentant. C'est un faux problème. Parce que si je les exploite, je vais sortir une version au lieu de 200 $, je vais sortir une version à 75 $. Mais ceux qui payent 200 $ vont toujours être à un ou deux features de payer 75 $. Fait qu'ils vont être frustrés de payer 200 $, puis ils vont dire, ben là, c'est parce que t'as pas de single sign-on, parce que t'as pas le 2FA, t'as pas ça. Là, il faut que je paye plus parce que ils vont toujours t'attirer vers le bas. Fait qu'en faisant ça, dans notre cas, notre distinction est facile. C'est dans la free, c'est individuel. Dans la enterprise, c'est équipe. Fait que si t'es en équipe, c'est temps. Fait que ça, c'est l'espèce d'organisation qu'on a faite au niveau de la clientèle.
Très intéressant. Puis tu parlais de la règle du pouce au début de l'organisation qui était un joueur 100 000. Oui. Là, vous êtes rendu beaucoup plus élevé qu'un joueur 100 000 aujourd'hui. Est-ce que c'est dans cette transition-là que vous avez réussi à créer un effet de levier sur ce ratio-là? Je te dirais vers 2017-2018, l'autre espèce de transformation qu'on a vécue en 2017, c'est qu'on est passé des licences perpétuelles. Il faut que tu te souviennes qu'en 2010, vendre à des gens TI, du subscription, c'était difficile. Mais là, les Microsoft, les Adobe, Google, tout ça, c'est plus facile. Mais la plupart, les programmeurs, les JetBrains, les Visual Studio, c'est tout rendu subscription-based. Donc, c'est plus facile. Fait qu'on a réussi à faire la migration des licences perpétuelles à de la subscription. Et puis, ça, c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé à augmenter. Et puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une boule de neige qui grossit. Donc, on est plus dans un... ça, c'est le sujet là, qui est vraiment intéressant. C'est dans le stratégique, là, l'équipe de vente chez Devolution, là, vente marketing, c'est super intéressant parce qu'ils sont plus dans le land and expand. Puis la stratégie est intéressante, c'est que là, on essaye plus de faire du upselling puis d'aller plus loin avec nos propres solutions. Et fait qu'on fait la petite vente facile, mais on n'essaye pas de dire ça serait peut-être pas ça exactement que tu as besoin. Plutôt, on le laisse faire, on le laisse commencer, puis on fait des suivis. Fait qu'au lieu de faire un modèle plus en entonnoir, ça fait un modèle plus en nœud papillon. Fait que tu as un funnel d'entrant, puis tu as un funnel de renouvellement que tu peux expand. Fait que ça, c'est super intéressant. Et puis, à l'époque, on faisait notre propre CRM, comme je te disais. Mais à un moment donné, la technologie, tu peux pas te battre contre des HubSpot et des Salesforce, puis on est devenu obsolète. Fait qu'on a fait cette migration-là. Ce qui était vrai avant est plus vrai maintenant. C'est important toujours de se remettre en question. Effectivement, c'est un bon point. Puis c'est quand même une grosse décision à prendre parce que vous avez sûrement investi des centaines de milliers de dollars dans votre solution que vous avez développée vous-même. Il y a des acquis qui sont difficilement des fois reprenable à ce niveau-là dans une solution déjà existante. Fait que je me souviens quand vous avez décidé de faire la solution, on se parlait, là, on se reparle aujourd'hui. Donc, de ta perception d'aujourd'hui, c'est un succès cette opération-là. Là. Ah oui, mais on l'a fait au bon moment. À un moment donné, on est arrivé où nous, on traite à peu près 12 000, on a 12 000 clients. Là. Fait que, c'est du B2B, hack as a B2C. Je veux dire, c'est du volume quand même. Puis là, ce qu'on est en train de faire vraiment avec notre analyse de données, c'est de séparer en 3. J'exclus les free, là, la version gratuite, mais vraiment dans les clients payants. On a ceux qu'il faut faire le plus du self-onboarding, self-service. Après ça, on a des clients un petit peu plus gros qu'il faut commencer à un peu plus de suivi au niveau du customer success. Puis on a les très gros clients qu'il faut vraiment faire des preuves de concept, remplir des documents. Fait qu'on on veut pouvoir qualifier ces gens-là comme il faut pour pouvoir offrir le bon, je dirais, le bon média de transformation. Et puis là, notre outil qu'on avait fait à l'interne, il aurait fallu mettre encore plus d'argent. Est-ce que j'ai des regrets? Aucunement. La technologie n'était pas là à l'époque. Mais tu sais, un exemple aussi, c'est, je me dis, regarde, on fait notre propre outil RH en passant. Fait qu'à un moment donné, on se dit, peut-être que les outils RH ont aussi évolué, puis que on va faire l'évaluation. J'avais demandé comme on a fait la transformation vers Salesforce. Fait que j'ai dit, regardez qu'est-ce qui se fait présentement comme outil. Et puis là, ma gang d'RH ont été voir les outils. Puis à un moment donné, ils viennent me faire un compte rendu. Puis ils me disent, David, qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Si on va vers un outil, rien. Ah, OK. Fait que là, ils commencent à m'expliquer qu'à la fin de la démo, c'était nous autres qui faisions une démo de notre outil RH. Fait que là, j'ai fait, OK, ouais, là, fait au niveau RH, je sais pas là, puis c'est dans les détails. Puis je vais te donner une petite affaire qu'on a dans notre outil RH qui est super puissant, là. C'est, on a eu à un moment donné, tu sais, il y a des logiciels un petit peu comme Office Vibe qui font des suggestions puis du feedback. Nous autres, ça n'a pas été un super succès parce que ça amenait beaucoup de pression sur sur les gestionnaires. Puis pas une pression genre c'est une pression de tes focus, tu sais. Puis là, on va arriver dans un sujet que je sais qu'on a jasé, c'est ce que j'appelle les demi-idées. Fait que ce qu'on a fait, nous autres, dans notre intranet, pour que les gens puissent s'exprimer, c'est qu'on a créé une boîte à suggestions anonyme. Donc, tu écris ta suggestion de façon anonyme, mais tout le monde dans la compagnie la reçoit. Et non pas juste le gestionnaire.
Parce que ce qui arrivait, c'est qu'on recevait, puis je l'ai reçu à un moment donné à travers FaceVibe, c'est pas des blagues, j'avais reçu la suggestion, c'était, David, faudrait essayer de monter un club d'impro chez l'Évolution. Fait que là, David Hervieux, président d'Évolution, pour répondre à l'écoute de ses employés, il faut qu'il monte un club d'impro chez l'Évolution. Aïe, aïe. C'est une perte de focus. L'idée est bonne. Fait qu'avec ma boîte à suggestions anonyme, l'effet que ça donne, c'est, en général, ce qui arrive, c'est, David, faudrait montrer un club d'impro. Fait que là, les gens le reçoivent tout. Et là, moi, de répondre comme président, je dis, c'est une bonne idée. Qui veut participer? Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et puis là, ce qui arrive, c'est que s'il y a vraiment beaucoup de gens, ça se mobilise. Mais s'il y a personne, ben, ça meurt dans l'œuf. Fait qu'une des suggestions à un moment donné que j'avais eues, c'est, hey, David, on devrait faire un jardin. Ça, c'est très sérieux. Fait que moi, je réponds, hey, parce que la boîte à suggestions, elle rentre anonyme, mais le reply est plus anonyme. Fait que moi, je réponds, hey, bonne idée. L'Évolution va tout payer. Qui veut s'en occuper? Qu'est-ce qui est arrivé? Personne n'a répondu. Parce que des fois, les gens ont des bonnes idées, mais juste pour se donner bonne conscience. Tu sais? Puis là, l'idée, c'est d'amener les gens à pas pitcher des demi-idées, mais d'aller plus loin. Puis c'est quoi une demi-idée? Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on parlait justement de faire, des bandes dessinées avec des histoires. Puis il fallait trouver des concepts avec des punchlines. Et là, le monde disait, ben David, on pourrait faire une joke sur le nouveau téléphone iPhone, tu sais, qui venait de sortir. OK, c'est quoi ta joke? Ben, je sais pas, mais je me suis dit peut-être que ça donnerait une idée à quelqu'un. Fait que là, t'as 10-15 personnes qui font du brainstorming avec des espèces de brouhaha. Fait que c'est difficile. Fait qu'en amenant les gens à réfléchir à leur idée, ils vont aller jusqu'à la solution. Puis tu vois, dernièrement, ce qui était super intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a beaucoup de guêpes quand on mange dehors. Fait que là, j'ai reçu dans ma boîte à suggestions, j'ai reçu, hey David, ça serait le fun si on pouvait acheter des pièges à guêpes. Si ça s'était arrêté là, j'aurais fait, ouais, c'est une bonne idée, mais j'ai aucune idée où je trouve ça, des pièges à guêpes. Mais la personne, elle avait pris la peine de faire toutes ses recherches de où on pouvait acheter des pièges à guêpes, puis c'était pas sur Amazon, là, parce que c'était pas si évident que ça. Puis il me l'avait mis le lien avec le prix, puis ça avait bien de l'allure. Le lendemain, c'était commandé. Fait que c'était pas une demi-idée. La personne avait poussé jusqu'au bout. C'est ça qui est l'idéal, justement, d'amener les gens à réfléchir complètement. J'aime tellement ton concept, comment vous l'appelez également. Chez nous, chez OpenMind, on a un concept qui est pas mal similaire, qui est le concept du 10-90, 90-10. On avait quelqu'un dans notre organisation qui était très, très bon pour trouver où étaient les problèmes, puis de dire ça fonctionne pas. Puis là, il venait nous voir, il me disait ça fonctionne pas, mais pas de solution, pas de rien de concret qu'on peut mettre en action après. Un jour, on est arrivé, OK, on va sortir le concept du 10-90, 90-10. Et si jamais tu viens me voir avec une idée, là, c'est 10% du temps sur le problème, 90% du temps sur la solution. Si tu arrives avec l'inverse, là, on a vraiment, vraiment, vraiment un problème. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on pousse tout le temps à tout le monde, qu'on leur dit, si tu viens me voir, là, c'est du 90-10. Non, c'est du 10-90. Parfait, là, on peut jaser, puis il faut que tu arrives avec une solution, effectivement, parce que ça devient très désarmant pour nous, en tant que gestionnaire, d'arriver juste avec un problème. Puis après ça, de dire, c'est vraiment un problème pour tout le monde, puis est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent s'impliquer? Fait que j'adore comment tu l'apportes de ton côté, puis comment vous l'avez phrasé, là. C'est pour ça que la boîte à suggestions est intéressante, parce que les gens qui sont gênés, des fois, j'en reçois des suggestions stupides, là. Mais vraiment, là, tout ce que je fais, c'est que je réponds pas. Parce que je veux pas tuer les gens. Si la suggestion elle fit pas, c'est pas grave, là. Mais après ça, tu as des gens qui vont répondre pour toi, là. Tu sais, si quelqu'un attaque d'évolution dans la boîte à suggestions, les gens vont répondre. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on fait souvent chez l'évolution, justement, de se mobiliser ensemble puis trouver des solutions ensemble. Puis faire face à la musique aussi, là. Très intéressant. Fait que la question qui tue, avez-vous un club d'impro? Non, pas encore.
C'est bon. Non, ça l'a pas. Là, je pense qu'il y aurait peut-être de l'intérêt à un moment donné, mais il faut que les gens apprennent à se mobiliser. Puis tu vois, là, à un moment donné, les gens ils ont écrit hey, Dévolution, là, on pourrait en faire plus pour l'environnement. Puis là, j'avais dit hey, ça vous tente-tu de faire un comité environnement? Qui ça l'intéresse? Et j'ai eu du monde à la pelletée. Ils se sont mobilisés ensemble, puis là, je les ai avertis. Ça me dérange pas. Mais là, parce que nous, chez Dévolution, on a les gens d'entretien. Tu sais, on a nos propres compagnies de construction avec leur RBQ. On a les gens qui font l'entretien ménager, puis l'entretien extérieur, c'est des gens sur salariés, là. C'est pas des sous-traitants. Puis ils font partie, ils sont là, tu les côtoies, là. Fait que tu bâtis un respect. Fait que moi, j'avais dit, là, si vous me sortez, là, une affaire de recyclage, là, vous dompez pas ça sur Mario puis Linda qui vont s'occuper de ça. Là. Si c'est important pour vous, ben vous va mobiliser. Fait que le comité environnement, ils ont pris ça à cœur de pas juste dire hey là, faut faire ci, faut faire ça, en désignant les autres. Parce que tu sais, ma blague préférée d'Yvon Deschamps, là, je sais pas si tu te souviens, là, je sais pas si tu écoutais Yvon Deschamps, là, mais Yvon Deschamps, à un moment donné, il faisait il disait ma femme était au téléphone, puis ma femme a dit vous pouvez compter sur moi, mon mari va être là dimanche matin. Tu sais, je voulais pas que le comité environnement, il dise, vous pouvez compter sur moi, Dévolution va en faire plus, puis by the way, telle personne, ben là, tu as ça de plus dans tes responsabilités. C'est important. Vraiment intéressant, puis juste pour inspirer les gens, parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais juste pour creuser un petit peu avec l'auditoire sur ce sujet-là, vous avez des gens sur le payroll, sur votre paye, qui est pour l'entretien immobilier, puis la construction. Vous avez fait quelque chose de vraiment spécial à Lavaltrie, là. Vous avez initialement acheté une ancienne caisse Desjardins que vous avez rénovée, mais il y a plein de choses que vous avez faites autour. Vous avez acheté d'autres bâtiments, vous avez acheté des terrains. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Je pense que ça inspirait beaucoup de gens là, de notre auditoire. Là. Ouais, effectivement. En fait, si tu viens chez Dévolution, tu vas rencontrer l'employé numéro 11. C'est Mario, justement. Lui, quand il vient me voir puis il dit « Patron, employé numéro 11 au rapport ». Fait que, juste te dire, c'était le 11e employé. Lui, dans le fond, il s'est joint à nous, puis il a sa compagnie de construction, mais il est employé aussi. Et puis, c'est notre premier déménagement, on a déménagé dans l'ancien clubhouse du club de golf à Lavaltrie qui n'existait plus. On l'a tout rénové au complet. Mais à un moment donné, on venait de finir, on n'avait plus de place, et c'est là que on perdait 200-300 000 d'aménagement. Je me souviens plus, je pense que c'était 280 000 d'aménagement locatif qu'on allait perdre. Mais j'avais pas le choix, j'avais plus de place. C'était soit je disais, ben là, les amis, il faut pas perdre notre 280 000 d'aménagement locatif, fait qu'on arrête les ventes. Ou on se dit, ben là, ça serait bon de déménager. Fait qu'on a acheté l'ancienne caisse, parce qu'à Lavaltrie, tout s'est décentralisé vers dans le fond, l'artère commerciale. La rue Notre-Dame a été beaucoup abandonnée, dont la caisse qu'on a pris. Écoute, j'étais à la gorge. Quand on l'a acheté, la caisse, là, c'était 900 000 plus 600 000 de rénovation. J'étais à la gorge. Mais on l'a rénové. C'est pas nous qui l'a rénové. Là. On l'a donné à contrat là, pour la rénover, là, parce que c'était quand même gigantesque. Là. C'est ce genre de grosses affaires-là, on peut pas les rénover, c'est trop gros. Mais le temps qu'on finisse de rénover pour on emménage, je te jure, on n'avait plus de temps. Fait que ça l'a vraiment décollé à ce moment-là, mais j'étais tellement stressé quand je l'ai acheté. Et là, on a commencé à acheter des maisons, des taudis autour, tu sais. Puis que là, avec les compagnies de construction, à temps perdu, ben, on allait les rénover une après l'autre pour attirer les gens. Parce que le problème, c'est que tu as des gens qui sont à Montréal qui étudient, même s'ils viennent de la région, si tu veux les amener pour faire un stage, c'est compliqué de se trouver une chambre. Fait que là, tu dis, ben non, viens chez Dévolution, pas de trouble, on a des chambres. Fait que moi, là, j'avais calculé, mon constat, c'est qu'un headhunter, ça coûte 20% en moyenne. Un employé à 50 000, prof, là. Si j'ai 10 000, ben 10 000 divisé par 12, ben ça me donnait un loyer de 800 juste pour une personne que j'ai une bonne embauche. Mais là, j'en ai ramassé plein sur plusieurs années. Là. Fait que tranquillement, j'achetais. Fait que souvent, moi, j'ai l'air d'un promoteur immobilier, mais je suis pas un promoteur immobilier. Parce que chaque maison, si elle est vide, c'est pas grave. Faut pas que je l'achète en espérant la louer, sinon ça marchera pas. C'est pas ça le but. C'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller acquérir puis que ça devienne stratégique pour l'entreprise. Fait que c'est pour ça qu'on a un parc, je pense qu'on a 4 ou 5 maisons. On a une maison en Floride, c'était cool, mais c'était un paquet de trous. C'était un paquet de trous. Hey, je me suis excusé, je sais pas combien de fois à ma gang de comptabilité, puis mon avocat. Parce qu'on a un avocat, à 70 employés, on a rentré notre premier avocat, puis le conseil d'administration était là. Il était sûr, un avocat, on avait à peu près pour 50-60 000 de frais légaux par année.
Je te dis qu'il gagne plus que ça, là, je te le promets, là. Non, je te le dis, ça. Fait qu'on amène, puis écoute, on l'a jamais regretté. On regarde pour engager une autre personne dans la prochaine année, puis il y a déjà une parajuriste avec, tu sais, fait que c'est intéressant. Fait qu'on va toujours chercher au devant, mais c'est toujours stratégique pour nourrir la bête. La bête étant d'évolution, là. Fait que chaque acquisition est faite pour ça. Très intéressant. Puis de voir tous ces petits morceaux-là d'histoire, on voit que tu te débalances toujours un petit peu plus vers l'avant que où est-ce que tu es aujourd'hui. Donc toujours un pas ou deux à l'avance, même si ça peut passer, là, serrer un peu dans le cadrage, comme on dit. Il faut garder une marge de manœuvre pour être proactif, sinon tu es toujours en réaction. Très intéressant, très intéressant. Je retourne aux questions d'origine. Si tu avais à retourner là, il y a un 5-10 ans en arrière, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé avoir ou te donner, là, ton toi d'aujourd'hui à ton toi qui a débuté là, dans les débuts des années 2010? Là? Ben, mon conseil, il est pas nécessairement applicable, là, mais maudit que je pensais jamais assez grand. C'était l'enfer. À chaque fois que j'agrandissais ou tout ça, écoute, la plus grosse blague chez Dévolution, c'est on n'engage plus. Je te dis, on a un livre culture avec des genres de phrases typiques, puis la mienne, c'est on n'engage plus. Fait que, tu sais, des fois, faut essayer d'être un petit peu plus visionnaire quand ça va bien, puis qu'on a une bonne traction. Fait que je te dirais que j'ai manqué, j'étais un petit peu trop conservateur. Mais j'étais un gars très positif, dans le sens que on apprend, tu sais, on a investi, l'été passé, on a coupé un produit. À peu près 5 ans de développement, 5 millions d'investissements, puis quand on a remboursé nos clients, tous les clients qui ont acheté, on les a remboursés, puis ça a coûté une affaire comme 65 000. C'est-à-dire à quel point on n'avait pas beaucoup vendu. Mais ça a été tellement, tellement formateur pour... Il y a personne qui a perdu sa job. Puis j'ai repris ces gens-là qui étaient de l'élite, puis je les ai spreadés. Ils étaient très bons programmeurs, des gens très compétents. Puis je les ai spreadés dans les équipes, puis 1 an plus tard, c'est incroyable. On a eu la chance de faire faillite sans faire faillite. Donc, on a eu tous les avantages sans nécessairement avoir les impacts. Puis ce que moi j'appelle qu'on a réussi, c'est une intra-acquisition. Fait qu'au lieu d'acheter une compagnie pour aller chercher le staff puis nourrir ce que j'ai déjà, j'ai réutilisé mon interne pour les respreader, puis c'était très positif. Puis on a fait ça avec Klaus, on a demandé aux gens où ils voulaient aller, où ils se sentiraient mieux, puis tout ça. Et puis, c'était excellent. Fait que même dans un cas d'échec d'un nouveau produit qui n'a pas marché, on a réussi à bien récupérer les billes. Puis on a récupéré une partie de la technologie, c'est pas totalement perdu. Mais mon Dieu qu'on a bien fait de l'annuler. Et c'est tellement une décision difficile à prendre, j'imagine, à pardonner autant d'argent, et de dire on arrête, puis on met tout ça à la poubelle. Là. Ben, c'est un billet cognitif qu'on a. Tu sais, c'était souvent dans les livres, ils en parlent. Là, tu sais, c'était durant la guerre du Vietnam. Ils ont été voir le président, puis ils ont dit on a 5 000 morts, puis c'est sûr qu'on perd la guerre. Puis le président il a dit on peut pas arrêter. On a 5 000 morts. Fait que finalement, ça a fini à 50 000. On rit de ça, là, mais c'est pas drôle, parce que la réalité, c'est ça, un peu le biais cognitif de ce qu'on a engendré comme dépenses dans le passé ou comme conséquences dans le passé ne devrait pas faire partie de notre décision d'aujourd'hui pour le futur. Effectivement, c'est une des grosses erreurs dans le développement de produits qu'on voit souvent, la quantité de dollars qui a été mis fait que des fois, on ne voudra pas terminer un produit. C'est un bel exemple que vous aviez décidé d'arrêter puis de vous concentrer sur autre chose. Bravo. C'est toujours à un feature de décoller. T'écoutes le monde, là, mais tu sais, quand tu parles à tes clients, là, des fois, ils n'aiment pas ton produit et ils te disent pas la vérité. Fait qu'ils trouvent toujours une petite affaire qui manque. Une petite affaire, mais c'est une petite affaire, tu sais. Demain n'arrive jamais, là. Demain est toujours demain. Fait que des fois, c'est ça qu'il faut faire face à la musique. C'est un bon point. Dans toutes ces années-là d'expérience en affaires, ça serait quoi, selon toi, ta plus grande erreur que tu as fait? Je te dirais des mauvaises embauches. Je veux pas dire, mais des gens qui étaient pas, il y avait pas les mêmes, puis c'est pas des mauvaises personnes nécessairement, mais pas les mêmes objectifs, pas les mêmes, tu sais, je sais pas si tu te souviens à l'époque, là, chez Brouille Martineau, là, t'avais 2 possibilités. C'était rien à payer avant 12 mois ou 36 mois sans intérêt. Ma sœur, elle, c'était rien à payer avant 12 mois. Moi, j'étais un 36 mois à paiement égaux. Parce que moi, ma sœur va économiser l'argent. Moi, je vais me faire pogner une culotte baissée dans 12 mois. Fait que j'aime mieux me structurer. Fait que c'était pas un ou l'autre qui était moins bon. Mais si tu choisis pas des gens alignés,
Puis tu sais, tu vois, une des choses qu'on fait présentement, là, nous, on n'est pas une compagnie en télétravail, puis on est un petit peu à contre-courant, puis je respecte les gens en télétravail, là, c'est pas ça. Mais nous, on veut pas ça. Fait que ce que ça fait, c'est que mon funnel d'embauche est beaucoup plus petit que le reste. Sauf que ceux qui veulent pas être en télétravail, ils veulent venir chez Dévolution. Puis une des grandes mannes que j'ai, c'est tous les étudiants qui ils ont été écœurés par l'école à distance. Puis les autres, tu leur parles de télétravail, puis ils se disent ça va être comme à l'école. Fait que ces gens-là, j'ai une plus petite possibilité, mais on est moins à vouloir piger dans cette possibilité-là. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut que tu choisisses les bonnes personnes. Moi, à l'époque, je voulais des gens qui voulaient venir en région. Fait que ça réduisait comme des clients, ça réduit le focus, mais c'était la même chose. Fait que ma plus grande erreur, c'est des mauvaises embauches, des gens toxiques, des gens négatifs, des programmeurs, tu connais, c'est qu'ils savent tout plus que toi, mais ils n'ont jamais rien fait. Mais eux autres, s'ils étaient présidents, ils l'auraient ramené là. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas toujours évident, mais il faut malheureusement gérer une compagnie. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Effectivement. Puis je suis curieux de t'en entendre parler un petit peu plus sur le télétravail. Tu as vraiment une philosophie de présentiel. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui te motive sous cette théorie-là. Puis je pense qu'on partage, je fais une préambule, on partage, je pense, la même opinion. Oui. Je suis curieux de t'en entendre parler, David. Relations humaines. Moi, l'année passée, on a fait une question-réponse avec le président, là, puis la question, tu sais, Dévolution, ça a quand même une bonne valeur, là. On est du récurrent dans du SaaS international. Je reçois, écoute, je pourrais te montrer, là, je reçois des appels, j'ai reçu un bobblehead d'un private equity juste pour que je prenne le call. J'ai reçu des bouteilles de vin, de chocolat, tu sais. Surtout dans les dernières années, il y a beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, le monde me demandait quand est-ce que ça va être fini. Mais, tu sais, moi, ce que je leur ai dit, puis je suis assez transparent, là, je leur ai dit, écoutez, moi, là, je veux pas vendre d'évolution, mais si on est tous en télétravail, je mets la clé dans la porte. Parce que là, je fais ma blague, tout le temps, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas d'amis, fait que j'ai créé une compagnie pour avoir des amis, je veux voir. Mais le relationnel est important pour moi. Les gens vivent des émotions. J'ai des employés qui ont vécu des drames humains, perte d'enfants. J'en ai d'autres qui ont, tu sais, des séparations. À télétravail, tu vois pas ça, là. On vit tout. L'aspect humain est super important. Puis l'authenticité, c'est important. Ça fonctionne très bien, le télétravail en mode opérationnel. Ça fonctionne super bien. Mais moi, je veux plus que ça. Je veux que les gens puissent aller se prendre un café puis jaser. Je veux que les gens puissent aller s'entraîner. Je veux que les gens qui ont une mauvaise santé, là, pas leur dire « Hey, tu as une mauvaise santé, tu devrais faire attention ». Non, je veux qu'ils viennent au bureau, qu'ils aient la possibilité de se mettre en forme parce qu'ils sont incités, pas parce qu'ils se font dire qu'il faut qu'ils se mettent en forme, mais qu'ils aient. Fait que ces choses-là, ces motivations-là, la créativité, là, le contact, le choc d'idées, c'est important. C'est pas du 100% au bureau que je demande non plus, là. Puis l'autre affaire qui est super importante, ma sœur, elle, là, elle travaille au centre-ville. Quand elle va au centre-ville, là, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Fait que c'est important pour moi que les employés, quand ils viennent au bureau, là, le fardeau est sur moi, qu'il soit bien. Notre dernier achat, on a acheté un simulateur de golf chez Costco, je pense que c'était 32 000 qui coûtait. Mais là, tu devrais voir les sacs de golf. Il y a des sacs de golf partout dans le bureau. C'est bizarre, mais les gens, on est l'été, imagine cet hiver, mais les gens vont jouer là. Puis l'affaire, c'est que les gens respectent à un moment donné. Et quand il y a du fun, il y a du fun. Puis quand il y a du travail, il y a du travail, là. Mais il y a ces choses-là, puis c'est correct de ne pas se taper. Oublie pas qu'on est en région. Là. Je ne demanderais pas ça. Je ne pourrais pas avoir ce discours-là. J'étais au centre-ville de Montréal. Ça serait totalement hypocrite de ma part. Là, on est en région, fait qu'on a des gens en région, fait que c'est plaisant. Effectivement, je pense que tu es capable de chercher le positif à travers tout ça. Vraiment intéressant. Puis on partage la même opinion. Nous autres ici, on est en région un petit peu au nord de Montréal. Oui. Puis je savais qu'on se rejoindrait sur certains éléments, dont celui-là. David, je serais curieux de t'entendre parler du concept de gestion de Fred Caillou. Ben oui. Tu m'as parlé de ça autrefois. Le principe Fred Caillou. Je serais intéressé que tu en parles un petit peu pour le plaisir de notre auditoire. Écoute, je vais te faire le petit préambule. Ma blonde travaille dans le milieu hospitalier, OK? Puis dans notre livre, il y a beaucoup de règles qui viennent du milieu hospitalier, mais l'inverse, OK? Puis tu vois, dans le milieu hospitalier, là, si tu pognes un boss pourri, là, ben tu peux pas monter au-dessus pour y dire parce que c'est considéré comme de l'insubordination. Moi, comme chef d'entreprise, là,
OK? Je veux que mon monde en dessous de moi, là, les directeurs, ça, ils sachent que si quelqu'un les bypass et qui vient à moi, là, ils sont venus de se tenir les fesses serrées parce qu'ils feront pas du clivage, puis ils m'empêcheront pas. S'ils sont pas bons, je veux le savoir. Ça part du principe à un moment donné que comme leader, t'es pas obligé d'être nécessairement l'ultime penseur. Le principe de Fred Caillou, c'est moi qui ai développé ça comme idée, c'est parce que je me souviens, dans les pierres à feu, le midi, tu sais, on en parlait à un moment donné, sandwich avec les pierres à feu, on écoutait ça. Puis Fred Caillou, il devient président parce que c'est le sosie du président qui est pas là. Mais là, il dit, moi, j'ai jamais animé ça, une réunion. Puis là, il dit, c'est pas compliqué. Et tu dis, c'est le bébé de qui? Quel pourcentage je vote pour ça? Il dit, OK, fait que c'est bon. Fait que la réunion commence. Fait que là, le gars, il dit, patati, patata. Fait que le Fred Caillou, il dit, avec aplomb, il dit, c'est le bébé de qui? Fait qu'il dit, ben, c'est mon bébé. Quel pourcentage? Ah, ben, les marges sont bonnes, je vais faire des profits. Je vote pour ça. À la fin de la réunion, les gens qui étaient là, ils disaient, hey, J-Rock, il a l'affaire, hein, tu sais. C'est ça que je veux que les chefs d'équipe comprennent. C'est que tu n'as pas besoin de tout trouver les solutions. Fait que quand les gens viennent à toi et ils disent, hey, David, mettons, ils viennent à moi, ils disent, David, on a un problème. OK, c'est quoi le problème? Là, ils m'expliquent le problème. Je dis, oh, toi, tu ferais quoi, toi? Alors, moi, je pense qu'on devrait faire telle chose. Bonne idée, je vote pour ça. Fait que t'es pas obligé, t'as pas à prendre le crédit, puis tu les laisses réfléchir. La seule tâche qu'il faut vraiment que tu fasses, t'es le gardien du fort de la vision. C'est sûr que si ça s'en va dans des endroits que t'aimes pas, il faut que tu ramènes. Mais les gens du terrain, il faut qu'ils resurfacent vers le haut. Puis si tu mélanges ça avec le concept de pas de demi-idée ou du 90, je me souviens plus exactement comment ça s'appelait. Ben, ce mélange-là, c'est super puissant parce que toi, comme leader, les gens, ils réfléchissent pour toi. Les gens sont intelligents, mais sont paresseux. Souvent, ils pensent que de dénoncer un problème, ils se sentent puissants, mais non, il faut que tu les amènes à aller plus loin. Puis quand tu les laisses s'exprimer, c'est écœurant comment c'est puissant. Puis après ça, les gens, ils se sentent motivés parce qu'ils font partie de la solution. Dans le système hospitalier, c'est tout on descend par en bas les solutions, peu importe si ça a du sens ou non. C'est un peu un exemple que je donne avec le principe Fred Caillou. Très intéressant. Puis c'est imagé, c'est ça que j'aime. Je pense que c'est une grande force que tu as d'être capable de faire des analogies avec des concepts. Bravo. Avant qu'on se quitte, dernière question. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué dans ta croissance, qui te dit ça, là, ce livre-là, là, je voudrais ça le partager à l'auditoire pour ceux qui ont des idées de produits à développer. Y a-tu des livres, des podcasts, des choses que tu aimerais là, partager avec mon livre préféré, Predictably Rational, de Dan Ariely. L'évolution est bâtie là-dessus. C'est incroyable. Écoute, lui, est-ce que tu l'as déjà lu? J'ai pas eu la chance, mais je le mets dans la liste, c'est sûr et certain. Si tu passes à la lavanderie, j'ai une pile de livres Predictably Rational, puis j'en donne aux gens. Écoute, c'est super intéressant. C'est toutes des choses qu'on fait comme être humain, qui n'ont pas de sens, mais qui à chaque fois arrivent. Puis je vais te donner un exemple bien niaiseux. C'est ils ont fait des tests, là. Ils demandaient aux gens, avec une liste de 10 items, combien, en fait, s'ils seraient prêts à payer le deux derniers chiffres de numéro d'assurance sociale. Fait que, mettons, telle bouteille de vin, mettons, toi, ça finit par 79, tes deux derniers chiffres. Mettons, moi, ça finit par 20. Ben, est-ce que tu paierais 79$ pour telle bouteille de vin? Là, tu disais oui, non. Moi, je disais oui, non. Tel montre, tel produit, un jeu vidéo, tout ça. 10 items. Après ça, ils reprenaient les gens et leur demandaient combien maximum tu serais prêt à payer pour les mêmes items. Et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient un numéro d'assurance sociale étaient prêts à payer plus. Ceux qui avaient un numéro d'assurance sociale élevé étaient prêts à payer plus que ceux qui avaient un numéro d'assurance sociale bas. C'est comme je te disais que les gens du signe astrologique vierge, c'est quoi la logique avec ça? La logique, c'est l'ancrage. C'est que 5 minutes avant, le premier prix était 79, tandis que moi, c'était 20. Fait que ça me dérange pas d'étirer jusqu'à 35. Mais toi, tu payais déjà 79. Fait que tu dis peut-être 50. Tu comprends? Fait qu'en moyenne, ça faisait que le premier prix que tu donnes était super important. C'est toutes des petites choses comme ça qu'ils ramènent. Puis nous, on l'avait fait en mettant des différents sets de prix. Puis le truc qu'ils donnent, c'est que si tu veux vendre une bouteille de vin à 100$, mets-en une à 150$.
Parce que le monde va dire, ah non, je prendrai pas celle à 150, on va prendre la deuxième plus chère, et ainsi de suite. C'est toutes des petites affaires de même au niveau marketing qui sont super puissantes. Très, très, très intéressant. Puis pour ajouter sur le sujet, il y a un livre qui s'appelle Confession of a Pricing Man, qui est un homme qui a dédié pratiquement toute sa vie à étudier la logique des pricing, qui sont rendus, je pense, comme 3-4 000 employés dans son organisation maintenant aujourd'hui. Et il a tout mis sa connaissance dans un livre. C'est exactement, en grande partie, ces concepts-là qui expliquent comment réussir à augmenter sa facture moyenne. Mais on se rend compte que l'humain est complètement irrationnel dans sa pensée. Puis quand on connaît ces concepts-là, on est capable de tirer notre épingle du jeu de manière positive. Donc, un intéressant ouvrage à lire là, s'il y en a qui ça les intéresse. Et comme tu peux y aller aussi dans les humains aussi. C'est pas juste dans l'argent, il y a des choses aussi intéressantes dans le comportement. Très intéressant. David, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on se quitte aujourd'hui? Ben écoute, je vais juste te remercier de l'opportunité que tu me donnes. Et puis, tu sais, je vais t'inviter personnellement, Jonathan. Je sais que tu es déjà passé à la Valtrie, nous visiter. Nous autres, je te dirais, la plus grande force qu'on a chez Dévolution, là, c'est de tout le temps apprendre, de tout le temps évoluer. Peu importe, là, on reste en contact avec les gens parce que, je l'ai mentionné tantôt, là, ce qui était vrai avant, il n'est plus nécessairement vrai maintenant, et ainsi de suite. Puis il faut toujours s'adapter puis évoluer. Puis il faut prendre exemple sur plein de compagnies pour différentes syntaxes parce que, dépendamment de ce que tu es rendu dans ton modèle d'affaires, dans ton nombre d'employés, dans ton plein de choses, ça change. Moi, je me souviens à l'époque, là, j'achetais des laptops aux gens parce que j'avais un petit local qui avait des fenêtres faciles à voler. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, oh non, là, on a trop de risques de se faire voler, de perdre des données. Mettons quelqu'un qui perd son laptop dans l'auto. Fait qu'on est revenu à des desktops. Puis là, boum, la pandémie est arrivée. Fait que là, on est revenu à des laptops. Fait que la même chose a évolué avec les différentes sphères de la société, puis culture, puis il faut rester à l'écoute. Je suis beaucoup plus sensible à l'environnement qu'il y a 10 ans. On essaie d'en faire plus. Puis ça, c'est toute la nouvelle génération qui m'a apporté ça. Intéressant, David. Je pense que tu as tellement un bon mindset, puis ça va être intéressant de continuer à te suivre dans les prochaines années. Merci encore une fois, David, d'avoir partagé avec nous. À tout le monde qui nous écoute, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et des idées d'invités. Je vous dis à la semaine prochaine.